La leçon d'aujourd'hui va porter sur l'humanisme et la Renaissance. Il s'agit d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'aime beaucoup cette période. Alors, le plan que je vais suivre est le suivant. Dans un premier temps, je vais expliquer quels sont les grands traits de l'humanisme et dans un deuxième temps, je vous parlerai plus précisément de la Renaissance. Mais avant toute chose, en introduction, il me semble important de vous expliquer dans quelles conditions l'humanisme a pu naître et s'épanouir. Alors, la condition de base pour que l'humanisme puisse s'épanouir, se développer, se diffuser, et surtout auprès d'un très large public, c'est qu'il fallait évidemment la naissance de l'imprimerie. Parce que, au Moyen-Âge, les manuscrits nécessitaient un travail très très long de la part de copistes qui travaillaient dans ce qu'on appelle des scriptoria, c'est-à-dire des véritables ateliers où de nombreux moines travaillaient. Vous en avez par exemple un signe dans Le Nom de la Rose, que vous avez peut-être vu, le film de Jean-Jacques Hano, qui date de 1987. Et dans ces scriptoria, donc, il y avait des moines qui, à longueur de journée, recopiaient. Le problème, c'est que ça coûtait très très cher et c'est un travail extrêmement lent. En effet, avant d'arriver à l'imprimerie, il y a le problème du support. Je vous ai expliqué précédemment que pendant longtemps, on a utilisé le papyrus. Souvenez-vous, avec, à l'époque des Égyptiens en particulier, c'est à cette époque-là, évidemment, que le papyrus est utilisé en grande quantité. En Mésopotamie également, mais beaucoup moins. Ce papyrus, il était abondant, puisqu'effectivement, il provient d'une source végétale, et que par conséquent, des papyri, le long du Nil, on en trouve en très très grande quantité. À partir de l'époque hellénistique, c'est-à-dire du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, un nouveau support va être utilisé qui est beaucoup plus cher puisqu'il est d'origine animale. Il s'agit du parchemin. Le mot parchemin vient d'une ville qui se trouve en Asie mineure et qui est Pergame. L'avantage du parchemin, c'est qu'il est beaucoup plus solide et qu'il défie les siècles. Vous avez des parchemins de qualité différente, et le parchemin le plus prisé, c'est ce que l'on appelle le vélin, qui est traité à partir de la peau d'un jeune veau, d'un veau nouveau-né. C'est un parchemin donc extrêmement lisse. Le parchemin va être utilisé pendant tout le Moyen-Âge et de manière concurrente avec le papyrus, en tout cas pour le début du Moyen-Âge. L'inconvénient du parchemin, c'est qu'il coûte très très cher, parce que si vous voyez un bœuf, vous voyez que quand vous avez une peau de bœuf devant vous, la surface utilisable pour écrire n'est quand même pas très très grande. Alors imaginez un parchemin dans lequel il y a 200 pages, vous imaginez déjà combien de bœufs il faut avoir aussi. Beaucoup. Donc ça coûte très très cher. Donc ceux qui disposent de parchemins et donc de manuscrits, ce sont, je dirais, les monastères. Ce sont également des princes, très très riches, comme les ducs de Bourgogne, comme le roi de France, Charles V en particulier, qui disposent d'une bibliothèque très très importante pour l'époque. Et enfin, vous avez bien entendu les universités. Les universités dont les premières sont fondées au XIIe siècle, qui se développent à partir du XIIIe siècle et qui connaissent un grand développement au XIVe siècle.
la quantité de supports, donc de parchemins nécessaires pour publier, donc diffuser les connaissances de l'époque, surtout dans le cadre des universités, est très très importante. Et donc le parchemin vient à manquer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va utiliser un autre support qui a été inventé en Chine, qui est le papier. Donc je rappelle, premier support, le papyrus, deuxième support, le parchemin, et enfin, troisième support, le papier, que nous utilisons toujours à l'heure actuelle, même s'il est de plus en plus concurrencé par un autre support, qui sont donc les écrans d'ordinateur. Puisque de plus en plus de choses sont faites par ce biais-là. Et donc il faut se dire que la révolution informatique fait partie de cette longue histoire de la transmission de messages, de l'information, de la pensée, depuis l'invention de l'écriture, il y a maintenant 5000 ans. Le papier, comment est-il composé? Il est composé en fait de chiffons de soie en Chine. Il est composé également de chanvre à titre principal. On va utiliser également la sciure et les copeaux de bois plus tard en Occident, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile à produire. Ce papier, on peut le produire de manière très très abondante. Donc il n'y a pas de problème de ressources. Il suffit d'avoir des forêts à proximité. Et à cette époque-là, on n'est pas du tout dans la conjoncture actuelle où on détruit par jour plusieurs kilomètres carrés de forêt en Amazonie. La situation n'est pas du tout la même ou à Bornéo ou en Afrique centrale, en Afrique équatoriale. Donc le papier est très abondant. Donc on a résolu, à partir du XIIe siècle pour les Arabes, et je dirais à partir du XIIIe, XIVe siècle, disons plutôt le XIVe siècle en Europe occidentale, le problème du support. Maintenant, reste évidemment à transmettre des messages, de l'information, la pensée. Le système qui prévalait avant, je vous l'ai expliqué, c'est l'écriture à la plume doigt, tout simplement. C'est comme ça qu'on écrivait les manuscrits. Le problème, c'est que si vous voulez reproduire un manuscrit, vous deviez inévitablement remettre un copiste sur le manuscrit, sur un manuscrit, pour en faire une nouvelle copie, ce qui prenait, vous imaginez, un temps fou. Par conséquent, on essaie de trouver un moyen qui permette de reproduire rapidement de l'information. Alors, quel va être ce support? Dès le VIe siècle de notre ère, les Chinois ont inventé un système qui permettait de reproduire l'information, non pas à l'infini, mais à quelques, je dirais, dizaines ou centaines d'exemplaires grand maximum. Ce sont des planchettes de bois qui étaient gravées, qui étaient enduites d'encre, et donc la partie visible, la partie supérieure de cette planchette gravée, permettait, une fois que l'on avait enduite d'encre, on plaquait ça sur du papier et on pouvait en produire un certain nombre d'exemplaires. Le système était perfectionné, en particulier par Laurent Koster de Haarlem, donc dans les Pays-Bas actuels, et lui, dans la première moitié du XVe siècle, il va trouver un moyen plus sophistiqué. Il va découper les caractères en bois qui se trouvaient sur les planchettes pour rendre les caractères mobiles. Alors ça permet quoi? À partir du moment où les caractères sont mobiles, vous pouvez composer des tas de textes différents à partir des mêmes caractères. Donc vous ne pouvez pas graver systématiquement des planches en bois. Donc les lettres de l'alphabet peuvent être utilisées plusieurs fois. Le problème, vous le voyez tout de suite, c'est que le bois est un matériau qui s'use très rapidement. Surtout si vous mettez de l'encre dessus, l'encre va manger le bois, et donc il faut aller un petit peu plus loin pour pouvoir trouver un support qui tienne. Et c'est ainsi que, en 1454-1455, le premier imprimeur
donc Jean Gutenberg de Mayence, va inventer des caractères mobiles, mais cette fois non plus en bois, mais des caractères mobiles en plomb. Caractères mobiles en plomb qui sont mélangés avec de l'antimoine. Pourquoi? Peut-être que maintenant, on ne pratique plus tout à fait comme ça les amalgames lorsque vous avez une dent qui est carriée, voilà. Mais moi, je me souviens en tout cas, quand j'étais enfant et adolescent, on utilisait encore vraiment du plomb. Maintenant, on a des matériaux un petit peu différents, mais on parle toujours de plomber une dent, même si ce n'est plus tout à fait du plomb qu'on utilise maintenant. En tout cas, jadis, on utilisait du plomb. Alors pourquoi du plomb? Parce que vous savez que le plomb, il ne s'oxyde pas comme le fer ou comme le cuivre. Vous savez que le fer, en s'oxydant, devient rouge, c'est la fameuse rouille. Le cuivre, en s'oxydant, il devient vert. Vous avez peut-être déjà vu des toits en cuivre, mais ils verdissent. Vous avez peut-être déjà vu votre plomberie. Alors le cuivre, on l'utilise beaucoup en plomberie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il est très malléable. Il suffit de quelques coups de marteau et vous parvenez à avoir un coude. Donc vous chauffez, mais enfin, c'est pas très difficile à tordre du cuivre. Le problème, c'est que le cuivre, comme vous savez, il verdit. Vous avez déjà vu vos canalisations, il y a un petit peu de verre sur le cuivre à l'endroit des joints. Voilà. Tandis qu'avec le plomb, c'est pas la même chose. D'autant plus que s'il est renforcé par l'antimoine, non seulement il n'y a pas ce phénomène d'oxydation, mais en plus de ça, vous renforcez le plomb. Et donc, les caractères qui vont être fabriqués à partir de ce nouveau procédé vont pouvoir tenir. Voilà, et c'est en cela que Gutenberg, donc au milieu du XVe siècle, il va publier le premier livre imprimé, qui est une Bible, que l'on appelle la Bible à 42 lignes, parce que sur la page, il y a 42 lignes. À cette époque-là, le texte est imprimé, mais en revanche, les initiales des mots au début des paragraphes ou des chapitres, vous avez peut-être déjà vu des livres anciens, vous avez une grande initiale, et puis alors la suite de la phrase est en tout petit. Eh bien, ces initiales, elles sont toujours faites à la main. Donc vous voyez que les premiers livres sont faits, je dirais, ils sont imprimés pour l'essentiel du texte, mais pour les initiales, ce qu'on appelle aussi les rubriques. Alors pourquoi dit-on une rubrique? C'est un mot qu'on utilise toujours en français à l'heure actuelle, parce qu'une rubrique, c'est ce qui est dans la couleur rouge, ça vient de ruber en latin, qui veut dire rouge. Donc on parle de rubrique. Maintenant, on utilise le terme, il s'est généralisé, et ça n'a plus strictement plus rien à voir du tout avec la couleur rouge. Voilà. Alors, les livres qui vont être imprimés depuis 1454-55 jusqu'à Pâques de 1501, on les appelle des incunables. Donc les incunables, ce ne sont pas des manuscrits, ce sont en fait les livres imprimés pendant donc les 45 premières années de l'imprimerie. Alors pourquoi Pâques, vous allez me dire? Mais parce que dans de nombreuses régions de l'Occident, l'année ne commençait pas le 1er janvier, elle commençait à la date de Pâques. Il y a des régions où ça commençait à Noël, donc le premier jour, le jour de l'an, c'était Noël. Pour d'autres régions, c'était le 1er janvier. Pour d'autres régions, enfin jadis, dans l'Antiquité, c'était le 1er mars. Pour beaucoup de régions, c'était Pâques, puisque c'est la date de la résurrection. Le problème, c'est que vous savez que Pâques est une fête mobile, à l'inverse de Noël, et que donc ça pouvait varier, ça pouvait, comment dirais-je, bouger sur un mois. Mais donc, jusqu'à Pâques de 1501, on appelle ça des incunables. Incunable, ça vient d'un mot latin qui veut dire au berceau, ça veut dire des livres naissants. Voilà. Alors, quels sont, je dirais, les grands imprimeurs du XVIe siècle qui vont succéder à Gutenberg? Vous avez déjà, dès le XVe siècle, d'ailleurs, un Belge qui vit à Alost et qui s'appelle Thierry Martens. Ça doit peut-être vous rappeler des souvenirs, peut-être même d'enseignement primaire, parce que moi je me souviens d'avoir appris en 5e primaire. Vous avez quelques grands imprimeurs qui sont en même temps des humanistes, parce que ces imprimeurs sont également des intellectuels. Vous avez à Venise Aldo Mannucci. Vous avez à Paris les Estienne. Alors je dis les Estienne parce que c'est une famille qui s'est spécialisée dans l'imprimerie. Vous avez à Rotterdam les Elsevier. Vous avez à Anvers,
bien entendu, Plantin. Hein, je ne sais pas si les éditions Plantin existent toujours, mais en tout cas, de nouveau, quand j'étais adolescent, j'avais des manuels des éditions Christophe Plantin. Donc Christophe Plantin est un humaniste, imprimeur qui vit donc au XVIe siècle et qui a publié des livres très très importants à l'époque. Son successeur, je crois que c'est son beau-fils, sauf de ma part, qui s'appelle Mauritius, et il existe un très beau musée de l'imprimerie en Perse, le musée Plantin-Mauritius. Si vous voulez voir des presses anciennes, vous pouvez toujours en voir, si elles y sont toujours en tout cas, à la bibliothèque royale Albert Ier, près de la Grande Place à Bruxelles. Vous avez des presses comme ça du XVIe, XVIIe siècle. C'est très intéressant à voir comment ça fonctionnait. Alors, j'avance un petit peu dans le temps. Donc vous avez compris que l'imprimerie va être un extraordinaire moyen de diffusion de la pensée des gens. Autrement dit, ce qui avant était diffusé en quelques dizaines d'exemplaires, pas plus. C'est comme ça qu'on a perdu énormément de choses qui ont été recopiées au Moyen-Âge, parce que bon, il y a l'usure du temps, il y a les intempéries, il y a les pertes liées aux guerres, aux incendies, etc. Et bien à partir du moment où vous avez 1000 ou 2000 exemplaires, 2000 exemplaires, c'est un des tirages que l'on a déjà au XVIe siècle, 2000 exemplaires, donc c'est pas mal. Donc vous pensez bien que ça va permettre une diffusion très importante de la pensée. Mais dès lors, évidemment, vous pensez bien qu'il y a des institutions qui vont surveiller ça, de la même manière que maintenant vous avez des gens qui surveillent, à juste titre d'ailleurs, Internet, parce qu'il y a des tas de choses qui ne sont toujours pas très correctes. Il y a une criminalité sur Internet, comme vous savez, mais déjà au XVIe siècle, les livres vont être surveillés, le commerce des livres va être surveillé par l'Église, par l'Inquisition. En effet, à partir du XVIe siècle, il y a donc, et plus particulièrement à partir du Concile de Trente, qui débute en 1545 et qui se termine en 1564, il y a donc une censure qui s'établit et la création de l'index des livres interdits, Index Prohibitorum Librorum, où tous les livres qui dérangent l'Église sont censurés, et donc c'est comme ça que l'on trouve des vieux livres du XVIe siècle, du XVIIe et du XVIIIe, qui sont vraiment lacérés à coups de couteau, sur lesquels il y a des tas de phrases qui sont, comment dirais-je, barrées à l'encre, avec vraiment une plume, comment dirais-je, dont l'embout est très, très large, si vous voulez, pour qu'on ne puisse pas lire ce qui s'y trouvait. Et des auteurs qui, maintenant, sont vendus, et vous les voyez, il n'y a aucun risque contre les bonnes mœurs, mais enfin, parfois, ils comprenaient des idées qui allaient contre les dogmes de l'Église catholique. Voilà, on a même brûlé des gens parce qu'ils avaient publié des livres qui sentaient le soufre. Voilà. Alors, quelque chose qui est bien connu en Espagne à cette époque-là, et par exemple, ce qu'on pratique aussi, c'est les autodafés. C'est quand tous les livres hérétiques sont rassemblés sur une place d'une ville et on y met le feu. Vous signalerez que les nazis ont fait la même chose avec les livres juifs dans les années 30. Donc les livres de Marx, de Einstein, de Freud, puisque tous ces auteurs, tous ces savants étaient des juifs, ont été brûlés, parce qu'ils étaient censés refléter et contenir la pensée juive. Vous imaginez comme s'il y avait une science juive, ça pourrait être complètement insensé, mais enfin, c'était comme ça qu'on procède. Voilà. Alors j'en arrive maintenant, après avoir parlé des conditions qui sont celles de l'imprimerie, j'en arrive maintenant à l'humanisme proprement dit. Alors qu'est-ce que c'est que l'humanisme? Le terme humanista est utilisé en Italie depuis le XIVe siècle. Un humaniste, un humanista, en sens italien, c'est au fond un érudit, quelqu'un qui s'intéresse au passé, qui essaye de retrouver des vieilles choses. Quelqu'un, oui, je vous rappelle que, enfin, si vous ne le savez pas, que le mot érudit vient de deux mots latins, rudis qui veut dire ordinaire et ex qui veut dire hors de. Donc un érudit, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire, littéralement, qui n'est pas comme tout le monde. Et ces érudits sont appelés humanistes à l'époque parce qu'ils ne s'intéressent pas seulement à retrouver la pensée de l'Antiquité classique, grecque et romaine, mais ils essayent d'en retrouver la pensée. Donc ce n'est pas seulement le texte qui les intéresse. Alors que font ces érudits, ces humanistes?
ils essaient de retrouver, dans des monastères en particulier, des exemplaires anciens d'auteurs grecs et latins qu'ils vont comparer, ils vont essayer de retrouver la pensée originale de ces auteurs anciens, donc en établissant des arbres généalogiques de manuscrits. Ce qu'en grec on appelle des stemmata. Stemma, c'est donc l'arbre généalogique, et stemmata, donc au pluriel en grec. Ils les comparent, ensuite ils les traduisent et ils les publient, donc pour mettre ça à la portée des intellectuels de l'époque. Dès lors qu'il y a l'imprimerie, vous imaginez bien que l'humanisme va connaître un très grand succès. L'humanisme qui a connu, je dirais, sa préhistoire lors d'autres renaissances, par exemple à l'époque de la Renaissance carolingienne, l'époque du moine Alcuin, qui était un peu, pas le ministre de la Culture, mais en tout cas un peu l'équivalent à l'époque de Charlemagne. On parle également de la Renaissance du XIIe siècle. Eh bien, ces renaissances et ces formes d'humanisme au Moyen-Âge n'ont pas pu connaître la diffusion que l'humanisme et que la Renaissance du XVe et du XVIe siècle vont avoir. Donc tout cela grâce à l'imprimerie. Alors, quels sont les grands humanistes du XVIe siècle? Puisque c'est à cette période-là que tout cela naît. Il y a Erasme, il y a Thomas More en particulier, dont je vais vous parler. Il faut savoir que ce mouvement était né en Italie et qu'on peut parler déjà de pré-Renaissance ou de pré-humanisme dès le XIVe siècle, avec des gens comme Pétrarque, par exemple, des gens comme même Dante plutôt, et surtout Boccace, participent de ce mouvement humaniste. Alors, je commence donc avec Erasme. Alors, Erasme est souvent considéré comme le prince de l'humanisme. C'est le prince de l'humanisme parce que c'est quelqu'un qui était extrêmement érudit, qui possédait plusieurs langues anciennes. Il va d'ailleurs fonder le Collège des Trois Langues à Louvain en 1517, parce qu'il estime qu'il faut connaître les langues dans lesquelles les premiers textes chrétiens, je dis bien chrétiens, ce n'est pas les textes païens qui l'intéressent à l'origine, c'est les textes chrétiens, ont été écrits. Et pour comprendre les textes chrétiens, il faut comment dirais-je, aller vers la Torah, c'est-à-dire ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi, le livre de la loi pour les Israélites, pour les Juifs. Et c'est ainsi que Erasme connaît l'hébreu, le grec, le latin, et lui-même écrit dans une langue admirable quand il écrit en latin. Il faut savoir qu'à l'époque, les savants écrivaient tous en latin. C'était la langue qui permettait la communication dans le domaine des sciences, dans le domaine de la littérature, dans le domaine de la philologie, de la pensée politique en particulier. Voilà. Donc le latin est la langue par excellence. C'est seulement au XVIIe siècle que le latin va progressivement disparaître comme moyen de communication. Descartes est le premier à écrire un ouvrage de philosophie fondamentale en français, lorsqu'il publie en 1636 son discours de la méthode. Mais Newton, en 1684, publie toujours en latin, donc ces fameux principes mathématiques de la philosophie naturelle, Principia Mathematica Naturalis Philosophiae. Les auteurs allemands écrivent en latin encore jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, parce que l'allemand n'est pas du tout une langue de culture à cette époque-là. Il faut attendre des gens comme Schiller, Goethe, pour que la langue allemande devienne vraiment une langue utilisée par les savants, même si Luther, dès le XVIe siècle, a essayé de promouvoir cette langue pour que la Bible soit lue par tout un chacun. Alors, Erasme va publier un ouvrage important qui s'appelle L'éloge de la folie. Laus Stultitiae en latin, l'éloge de la folie. Alors, en fait, c'est une satire du clergé de son époque. Alors, il critique non seulement l'ignorance du petit peuple, il critique également l'ignorance du bas clergé, et il critique surtout les mœurs du haut clergé. Ce sont des thèmes qui seront repris d'ailleurs par les réformateurs, par des calvinistes et des luthériens, bien entendu. Mais Erasme, lui, est un chanoine,
originaire de Rotterdam, qui restera jusqu'à la fin de sa vie catholique. Ce sera un chrétien radical, mais il ne passera jamais au protestantisme. Il avait des contacts avec Luther, qui essayait de le convaincre de passer au protestantisme, avec d'autres protestants à l'époque, mais son souhait, c'était une réunification rapide de l'Église chrétienne, et ça lui faisait très mal au cœur de voir l'unité chrétienne de l'Église qui avait prévalu au Moyen-Âge éclater en 1000 morceaux à l'époque où il vivait. Deuxième auteur important, qui lui est un homme politique, c'est le chancelier d'Angleterre Thomas More. Thomas More est chancelier d'Angleterre. Lui aussi, il restera fidèle à la tradition catholique jusqu'à sa mort, au péril de sa vie. Il va même être martyrisé, il va devenir un saint de l'Église catholique anglaise. En effet, il était chancelier, ce qui équivaut au titre, à la fonction de Premier ministre en Angleterre, et il ne va jamais accepter le schisme prononcé par Henri VIII, donc dès 1536, à la suite du refus du pape de l'époque d'accepter et de prononcer son divorce avec une Espagnole, la reine Catherine d'Aragon. Voilà. Enfin, troisième auteur qui me semble important, c'est Philippe Mélenchon. Mélenchon, en fait, ce sont deux termes grecs qui sont adjacents, qui sont l'un contre l'autre, c'est mélanton, hein, kton c'est la terre en grec, hein, et mélan, mélanos, hein, vous savez que c'est noir, ça signifie noir, on sait à la Mélanésie, Mélanie, ils s'appellent Mélanie, ça veut dire la noire, etc. etc. Hein, un mélanome, hein, un ton noir, etc. Donc, Mélenchon, en fait, c'est l'hellénisation d'un nom allemand qui est Schwarze-Erde. Ça veut dire terre noire, tout simplement. Alors, Mélenchon, c'est un ami de Luther, donc il est passé au protestantisme. C'est un humaniste, mais c'est un humaniste qui est radical, qui lui a fait le pas qu'Erasme n'a pas fait. Il y a encore d'autres humanistes de l'époque que je ne vais pas vous citer ici pour ne pas surcharger évidemment vos notes. Vous devez vous dire également que cet humanisme va d'éteindre dans le domaine de la littérature, plus généralement. Alors, je vous ai dit, les humanistes essaient de retrouver la langue latine pure, celle que l'on utilisait au 1er siècle avant Jésus-Christ, au 1er siècle après Jésus-Christ. Ces humanistes essayent donc d'éliminer de la langue médiévale latine toutes les scories, toutes les impuretés qu'on y trouvait, mais des humanistes vont très vite se saisir de cet état d'esprit de pureté pour essayer de valoriser et d'épurer leur langue nationale. C'est ainsi que l'on va trouver en France François Rabelais, encore une langue très rocailleuse, mais surtout Joachim du Bellay, qui va publier sa défense et illustration de la langue française, qui va publier les regrets. Vous connaissez certainement hein, les poèmes du Bellay, hein, heureux qui comme il dit, ça fait un beau voyage, etc. Vous connaissez certainement également les poèmes de Ronsard, les amours de Ronsard. Il y a bien entendu le philosophe moraliste stoïcien qui est Michel de Montaigne, qui publie des essais. Il y a d'autres humanistes de l'époque, comme par exemple Agrippa d'Aubigné, qui publie Les Tragiques pendant les guerres de religion. Voilà. En Angleterre, vous allez avoir à la fin du siècle ce monument de la littérature anglaise qui est William Shakespeare, qui va publier des pièces de théâtre et jouer lui-même les pièces de théâtre. Parmi les plus importantes, il y a cette succession de pièces consacrées à des rois d'Angleterre, comme Richard II, Richard III. Alors, il y a la série des trois Henri, Henri IV, Henri V, Henri VI. Je dis bien les Henri, le roi d'Angleterre. Hein, on est bien en Angleterre et pas en France. Hein. Et alors, des pièces que vous connaissez tous certainement, Roméo et Juliette, Hamlet, Othello,
hein, pour ne citer que les plus importantes. Il y en a bien d'autres, Jules César, le Centre Vicus, etc. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, dont certaines de ces pièces, dont Giuseppe Verdi, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, a fait des opéras, hein, comme Falstaff, voilà, etc. Les Macbeth, hein, c'est très connu également. Alors, dans d'autres pays, en Italie, je vous ai déjà parlé de Pétrarque. J'aurais pu vous parler également de Le Tasse, qui publie sa Jérusalem délivrée, qui publie également un Roland furieux, hein, donc le fameux Roland dont il est question dans la chanson Roland, bien entendu, hein, qui est une épopée en français qui est bien postérieure évidemment aux événements qui sont relatés. Voilà, alors qui avez-vous encore comme auteur? En Espagne, vous avez le plus grand de tous, et certainement Cervantes, hein, qui a publié son Don Quichotte, hein, que vous connaissez certainement, avec Sancho Panza. Hein, c'est l'opposition entre l'idéaliste qui vit dans un monde éthéré qui n'a pas du tout les pieds sur terre, et à côté de lui, il a le petit gros, hein, qui lui le ramène à la réalité. Voilà, alors au Portugal, vous avez celui qui va mettre en vers l'épopée de ces grands navigateurs du XVe siècle, avec beaucoup d'éléments mythologiques, parce qu'il est question évidemment des grandes découvertes et de tout ce périple que les Portugais ont fait en contournant l'Afrique pour arriver finalement aux Indes en 1498 avec Vasco de Gama. Alors, il y a introduit des monstres fabuleux dans les mers, etc. Et cette épopée s'appelle, du nom du pays où il se trouve, les Lusíades. Vous connaissez peut-être Lusíades, ça vient du terme Lusitanie, qui était le nom de la province romaine, de ce qui correspond en gros au Portugal à l'époque des Romains. Hein, c'est Ujlugiades, Camões, pour le dire à la portugaise. Hein. Voilà. Alors, je crois vous avoir dit l'essentiel pour l'époque qui nous intéresse dans le domaine de la littérature, me semble-t-il. Le domaine des mœurs va également être complètement bouleversé. Il va y avoir une vie de cour très raffinée qui va se mettre en place. Je ne dis pas qu'au Moyen-Âge, au XIIIe, au XIVe siècle, la vie de cour n'était pas raffinée. N'oubliez pas qu'il y avait déjà l'amour courtois à cette époque-là. Et vous connaissez sans doute tout le rituel amoureux du chevalier devant sa dame, une dame très éloignée, parce que la plupart du temps, c'est une dame mariée qui est promise à quelqu'un d'autre. Hein, et vous savez, c'est ces dames qui laissaient tomber leur mouchoir comme ça. Hein, alors, il fallait qu'évidemment le freux chevalier vienne ramasser ça. Et voilà, il y avait des chevaliers qui se battaient aux couleurs de leur dame lors des tournois également. Voilà, donc ça existait déjà au Moyen-Âge, mais à partir du XVIe siècle, les courtisans, c'est-à-dire ceux qui vivent à la cour, essayent d'avoir une vie extrêmement raffinée. Le plus célèbre qui a écrit, je dirais, un ouvrage sur la manière, les attitudes que doivent avoir les courtisans, c'est évidemment Bartholomew. Tiens, maintenant j'ai un trou de mémoire. Allez, je l'ai hyper connu, ça me reviendra peut-être plus tard, hein, qui était peint par Raphaël, qui était son ami d'ailleurs. Hein. Comment il s'appelle maintenant? Je ne l'ai plus en tête. Enfin, ça me revient, ça m'arrive d'avoir des trous de mémoire. Alors, on va passer maintenant au domaine des sciences. Les sciences ne sont pas en reste. L'humanisme dans le domaine des sciences est marqué par l'esprit critique. On ne va plus accepter pour argent comptant toute la tradition qui a été véhiculée par la Bible. Vous savez que dans la Bible, il est question, par exemple, que le monde a été créé en 6 jours par Dieu et que le 7e jour, il s'est reposé. Pendant très longtemps, pendant tout le Moyen-Âge, on n'a pas interprété ces paroles d'un point de vue analogique, mais c'était pris à la lettre, hein, ça avait été effectivement fait en 6 jours. Donc, on n'a pas considéré que chaque jour correspondait à une période, quelques millions d'années, si vous voulez, par exemple. Pas du tout. Donc, on prenait ça à la lettre. Et pourquoi pas, puisque c'était Dieu qui avait créé, tout était possible pour Dieu. Pourquoi pas en 6 jours, bien entendu.
Donc, développement de l'esprit critique, on ne va plus croire tout ce qui se trouve dans la Bible, en particulier tout ce qui relève de ce qui peut être observé naturellement. Également, formation d'un esprit rationnel, et c'est ce qu'on va voir en particulier dans le domaine des sciences. Alors, dans le domaine des sciences, la découverte sans doute la plus importante à cette époque-là, c'est celle de Nicolas Copernic, qui était chanoine à Cracovie, donc dans le sud de la Pologne. C'était donc bien un ecclésiastique. C'était bien un ecclésiastique. Et donc vous voyez bien que ce n'est pas antinomique de faire de la recherche et d'être un ecclésiastique. Il suffit de penser, je crois que c'est en 1927, à l'université de Louvain, c'est Georges Lemaître, qui était aussi chanoine, sauf erreur de ma part, qui a émis pour la première fois l'hypothèse du Big Bang. L'idée qu'il y avait un moment qui était à l'origine de l'univers. Mais ceci dit, ça a été très rapidement, il a essayé de l'expliquer, de le théoriser du point de vue du physicien, mais ça a été très, très rapidement récupéré par l'Église, comme vous l'imaginez, parce que le Big Bang, c'était le fameux lux fiat que l'on trouve dans la Bible, c'est-à-dire « et la lumière fut ». Donc ce n'était pas contradictoire avec l'idée de création. Ce n'était pas un mouvement sui generis, donc la matière n'était pas apparue à partir de ce point d'épingle en une fois, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui mît ce point d'épingle, bien entendu. Pour les chrétiens, le Vatican, c'était Dieu, bien entendu. Alors je reviens à Copernic, la grande découverte de Copernic. C'est un mathématicien, c'est un physicien, mais il fait surtout des calculs. Il ne va pas pouvoir observer le phénomène, il faudra attendre Galilée en 1609. Copernic, lui, fait des tas de calculs et il se dit que ce n'est pas possible que ce soit le Soleil qui tourne autour de la Terre, comme c'était dit dans la Bible. Il dit que ce n'est pas possible, ce système que l'on appelle le géocentrisme. Grâce à des calculs très sophistiqués, il va dire que ce n'est pas possible, et pour lui, c'est donc le Soleil qui se trouve au centre de l'univers, et la Terre et les planètes tournent autour du Soleil. Alors quand je dis la Terre et les planètes, ce n'est pas tout à fait juste. Parce que pour Copernic, la Terre tourne autour du Soleil, mais les planètes continuent à tourner autour de la Terre. Bon, ce sera plus tard des gens comme Tycho Brahe, Kepler, qui vont mettre la théorie sur sa base. Copernic pense que les orbes qui sont dessinés, ou les orbites qui sont dans lesquelles évoluent les planètes autour du Soleil sont circulaires. Il s'est trompé, il a fallu attendre Kepler, beaucoup plus tard, à la fin du XVIe siècle, pour que celui-ci élabore ces fameuses lois, les lois de Kepler, que vous avez dû apprendre en secondaire, et qui a montré que les orbites étaient elliptiques. Vous savez qu'une ellipse a deux foyers. Et donc, il a pu calculer précisément la vitesse et montrer à partir des aires, c'est-à-dire des superficies entre les foyers et d'autre part la planète, que les carrés de ces superficies étaient équivalents sur toute la durée de l'orbite. Voilà. Et je vous ai bien dit, c'est seulement Galilée en 1609 qui va prouver la véracité des théories de Copernic, parce que lui, il va non plus utiliser sa lunette pour, comme on faisait à l'époque pour regarder des navires au loin, parce que la lunette était inventée à l'origine pour ça, pour les navigateurs, il va tourner sa lunette vers le ciel. Et en orientant sa lumière vers le ciel, il va pouvoir prouver, en voyant très loin dans l'espace, la véracité des théories de Copernic. Alors à côté de Copernic, il y a toute une série d'autres savants. Par exemple, Simon Stévin, c'est un bourgeois qui, lui, va mettre en place le système des fractions décimales, des fractions, tout simplement. Vous allez avoir, alors, un autre cocorico, c'est un Bruxellois, un médecin, André Vézal, qui va pratiquer pour la première fois l'anatomie de manière systématique. En 1536, si mes souvenirs sont bons, il va publier un ouvrage qui s'intitule De Fabrica Humani Corporis, c'est-à-dire de l'organisation du corps humain. Et dans ce livre-là, il va sous forme de planches, c'est-à-dire ce sont
des infolios, hein, il va dessiner et reproduire tout ce qu'il a pu observer à partir de cadavres qu'il a pu disséquer. C'était strictement interdit à l'époque. Et donc, pour avoir des cadavres frais, excusez-moi l'expression, hein, il devait négocier avec le bourreau, hein, pour pouvoir disposer de condamnés qui avaient été condamnés à être exécutés. Et donc, le bourreau lui fournissait, contre espèce sonnante et trébuchante, donc des cadavres qu'il disséquait pendant la nuit. C'était strictement interdit. Pourquoi c'était interdit? Parce qu'on croyait à la résurrection des corps. Moi, je crois qu'il y a plus beaucoup de gens qui croient à la résurrection des corps à l'heure actuelle quand ils sont chrétiens ou catholiques, mais à l'époque, on croyait à la résurrection des corps. Ça veut dire que si on vous coupait une jambe ou si on vous coupait la tête, ben, c'était problématique au moment de la résurrection. Évidemment, pour les condamnés, le problème ne se posait pas, puisque de toute façon, ils allaient en enfer. Mais donc, c'était un problème. C'était un problème. Je vous signale que pour les catholiques qui sont des catholiques orthodoxes, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, eh bien, la résurrection des corps est prévue dans le credo. Donc, si vous récitez le credo dans une église catholique, vous allez voir qu'à un moment donné, vous dites « Je crois à la résurrection des corps ». Ça se trouve dedans. Hein. Donc, vous le prononcez, encore à l'heure actuelle. Alors, il dissèque les corps et il parvient à publier des planches admirables où on voit donc la position de chacun des muscles sur les ossements. Et donc, il explique ça par de la mécanique. Donc, les biceps, les triceps, etc. Il donne vraiment, il montre les veines, les artères, etc. Donc, c'est extrêmement intéressant. Hein. Plus tard, hein, on a d'autres qui viendront au XVIIe siècle, par exemple William Harvey, qui va prouver la circulation du sang. On pensait qu'au XVIe siècle, on ne pensait pas encore que le sang circulait, on pensait que le corps était comme une éponge. Hein, donc il va falloir William Harvey en anglais pour prouver la circulation du sang dans les artères et dans les veines. Hein, c'est très tardif. Le microscope n'existe pas encore à cette époque-là, il faudra attendre le XVIIe siècle, c'est par exemple un Hollandais, Van Leeuwenhoek, hein, qui va découvrir les spermatozoïdes, par exemple. Hein, ce qu'on appelle les animalcules. À cette époque-là, puisque spermatozoïde, ça veut dire, dans zooïde, ça vient de zoon, qui en grec veut dire un animal. Donc ce sont des petits animaux, puisque vraiment ils ont leur flagelle, et on les voyait, il a pu voir pour la première fois qu'il y avait effectivement des choses qui bougeaient hein, dans le liquide spermatique. Voilà. Alors, je crois avoir dit l'essentiel, me semble-t-il, pour les sciences. Il y en a peut-être encore d'autres, je réfléchis. J'ai parlé des mathématiques, j'ai parlé de la physique, j'ai parlé de l'anatomie, la médecine. Je crois, enfin, sauf faire de ma part, ne pas avoir oublié quelque chose de très très important en tout cas. J'en arrive maintenant à la deuxième partie de mon exposé, c'est-à-dire la Renaissance. La Renaissance. Alors, c'est tout un programme. Dans le mot Renaissance, vous avez le mot naissance, hein, et vous avez renaissance. Donc ça veut dire que Renaissance, ça veut dire qu'on fait renaître quelque chose qui existait auparavant, antérieurement. Alors de quoi s'agit-il? Bien, il s'agit de l'Antiquité classique. Toutefois, les Renaissants ne vont pas copier servilement l'Antiquité classique, c'est-à-dire l'Antiquité grecque et romaine. Les Renaissants vont effectivement s'inspirer, mais ils vont aller au-delà de l'art antique. Je voudrais peut-être en particulier vous expliquer quelles sont les conditions tout d'abord et ensuite les caractéristiques de cet art, d'abord au XVe siècle et ensuite au XVIe siècle. Les conditions tout d'abord. Pourquoi la Renaissance est-elle née en Italie? Il y a deux raisons à cela. Principalement. Tout d'abord, c'est qu'en Italie, on trouve beaucoup plus que dans d'autres pays d'Europe occidentale des vestiges de l'Antiquité romaine. Si vous êtes à Rome, vous avez le Colisée, vous avez toute une série de monuments, des arcs de triomphe, par exemple celui de Titus, celui de Constantin, vous avez la colonne Trajane, etc., etc. Donc vous avez de nombreux témoignages. Donc, les Romains vivaient avec ces vestiges de l'Antiquité classique. Ne parlons pas de
vestiges également dans d'autres régions d'Italie. En plus, on va découvrir comment dirais-je, des vestiges archéologiques très importants, comme par exemple le fameux Laocoon. C'est ce personnage qui est, comment dirais-je, pris par des serpents, ainsi que ses deux enfants, et qui date de l'époque hellénistique. Vous avez également l'Apollon du Belvédère, qui va être trouvé à ce moment-là. Donc, ça crée, je dirais, une ambiance dans laquelle tous les fantasmes sont permis quant à retrouver donc, cette antiquité perdue. Outre cela, vous avez, et je dirais que l'argent est comme d'habitude le nerf de la guerre, vous avez des gens qui sont très riches en Italie. Vous avez deux pôles de croissance très importants au Moyen-Âge en Europe occidentale, qui sont d'une part la Flandre, avec Bruges, Gand en particulier, pour les draperies, mais vous avez également le nord de l'Italie, avec Florence, Pise, Venise et enfin Milan. Et les gens qui gouvernent ces cités-États sont très riches. À l'origine, vous avez même des banquiers qui vont se retrouver chefs d'État. C'est le cas en particulier à Florence des Médicis. Ce sont des banquiers. Pensez à Cône de Médicis, c'est un banquier. Ils vont accéder au titre et à la fonction de grand-duc de Toscane, et dès lors, pour une question de prestige, comme souvent, je dirais, des banquiers ou des industriels, ils veulent dorer leur image, aussi par intérêt personnel, dans le cas de Médicis certainement, en soutenant des artistes. Et vous savez que des artistes qui n'ont pas de quoi vivre, ils ne peuvent pas évidemment produire de belles œuvres, parce que si vous voulez faire une belle statue en marbre, il faut au moins être capable d'acheter le marbre. Si vous voulez construire un palais, si vous n'avez pas de commande, vous allez rester à la rue. C'est le problème des artistes d'une manière générale. Ces gens-là ont de l'argent, ils veulent que leur nom soit associé, à des réalisations artistiques. Ils vont donc essayer de retrouver, ils vont essayer de s'adjoindre des artistes pour les subsidier, pour les pensionner. C'est le cas, par exemple, de Laurent de Médicis, qui était ami de plusieurs humanistes, de plusieurs artistes également, et qui est le père de Jean de Médicis, qui va devenir pape au début du XVIe siècle sous le nom de Léon X. Quel est le premier foyer de la Renaissance italienne? C'est Florence. Alors Florence est une cité très riche. Florence est une cité où les premières œuvres vont être produites. Déjà, au XIVe siècle, il y avait déjà quelques artistes admirables. Mais c'est surtout alors au XVe siècle que la Renaissance va s'épanouir. Vous avez ainsi la construction du dôme de Florence, de la cathédrale de Florence, qui est dans un style qui n'a plus rien à voir avec l'art gothique. D'ailleurs, l'art gothique n'avait jamais connu un grand succès en Italie, peut-être sinon la cathédrale de Milan. Il Duomo, comme disent les Florentins, c'est-à-dire Santa Maria dei Fiori, c'est-à-dire Sainte-Marie des Fleurs, a son dôme qui a été construit sur des plans de Brunelleschi. Un autre personnage important en Florence à cette époque-là, c'est évidemment aussi Giotto. Vous avez des sculpteurs comme Ghiberti, qui a sculpté les portes du baptistère, qui se trouve juste à côté de la cathédrale. Vous avez le fameux campanile. Vous savez, un campanile, c'est un très grand clocher, mais qui est distinct du bâtiment de l'église elle-même. Voilà, vous avez Verrocchio, etc. Je ne vais pas tous les citer. Vous avez également Michel-Ange. Michel-Ange va jouer un rôle important, puisque c'est lui qui va réaliser le tombeau des Médicis dans l'église de San Lorenzo. Alors, un peintre dont je vais vous montrer des reproductions tout à l'heure, c'est Sandro Botticelli. Botticelli,
qui a peint des œuvres immortelles que vous connaissez certainement et qui sont très significatives de l'esprit de l'époque. Ce sont les fameuses Trois Grâces, et c'est surtout son œuvre sans doute la plus connue qui se trouve au musée des Offices à Florence, le musée des Uffizi, hein, c'est la naissance de Vénus. Alors la naissance de Vénus est un tableau dont le thème aurait été inimaginable au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on ne représentait que des saints, des personnages de la Bible, tandis qu'à partir de la Renaissance, on va également reproduire des personnages tirés directement de la mythologie grecque et latine. Alors, parmi ces caractéristiques de la Renaissance, de l'art de la Renaissance, je peux déjà vous les citer, je viens de vous dire que l'Antiquité sert de modèle, en tout cas pour les thèmes, donc les thèmes de l'Antiquité, de la mythologie, sont prisés, mais on continue à peindre, bien entendu, des thèmes religieux, bien entendu. Hein. La Renaissance reste religieuse, hein, certainement. Vous trouvez également, autre caractéristique, c'est que c'est un art individuel, laïque. Alors quand je dis individuel, c'est pour vous dire qu'au Moyen-Âge, les œuvres étaient anonymes. On ne sait pas qui a peint ou qui a construit telle ou telle cathédrale. Et quand vous avez un tableau du XIVe et du XVe siècle, souvent, il est attribué au maître de, je ne sais pas, le maître de Flémal, le maître de tel endroit. Tandis qu'à partir de la Renaissance, on signe ses œuvres. On signe ses œuvres. Et on signe ses œuvres, on veut dire, c'est moi qui ai fait ce tableau-là, c'est moi qui ai fait telle et telle sculpture. Ça doit se savoir. Et cet individualisme que nous connaissons à notre époque, il a certainement sa source à la Renaissance. L'humanisme et la Renaissance sont très individualistes. On n'est plus dans le communautarisme, si je puis dire, du Moyen-Âge. Je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure un tableau plutôt une fresque de Raphaël où lui-même, c'est une fresque qui est très célèbre, hein, qui se trouve au musée du Vatican à Rome, où qui s'appelle l'école d'Athènes, où l'on voit Platon et Aristote en train de discuter, de discourir. Hein, évidemment, Aristote, Platon, qui lui est dans son monde des idées, montre le ciel, il y a une grande barbe blanche, tandis que Aristote, qui est son disciple, lui, montre le sol, hein, parce que lui, il est très terre à terre, on verra ça dans mon cours de philosophie hein, au mois de février, donc dans 2 mois. Hein. On fera ça ensemble, hein, la philosophie. L'histoire de la philosophie antique. Et dans ce tableau, on voit justement Raphaël qui s'est peint lui-même dans un petit coin, dans le coin droit, inférieur droit, parmi toute une série de personnages, dans une foule. C'était une manière de signer son œuvre. Il se représente lui-même. Et c'est le seul personnage, d'ailleurs, qui regarde le spectateur éventuel. Voilà, c'est une manière subtile, évidemment, de faire passer le message un petit peu, vous savez, comme Hitchcock, hein, qui se représente toujours dans les 5 ou 10 premières minutes de tous ses films, hein, en passant très rapidement, je dirais, dans un rôle tout à fait secondaire, il ne dit rien du tout, hein, la plupart du temps, mais vous voyez, il est portier, il ouvre, je ne sais pas, il est porte-bagages, ou il rentre dans un train, ou il croise le héros principal du film. C'est une manière de signer son œuvre, assez originale évidemment. Mais Raphaël pratiquait déjà ça donc début du XVIe siècle. Alors, on va passer maintenant peut-être au deuxième foyer, qui est Rome. Ce deuxième foyer, Rome, va dominer tout le XVIe siècle et certainement, je dirais, la première moitié du XVIe siècle. Alors, pourquoi Rome? Eh bien, tout simplement parce que le pouvoir et l'argent s'est déplacé en Italie. Les Médicis ont perdu de leur importance, quoiqu'ils restent quand même très riches. Pensez que les Médicis, alors qu'ils n'étaient que grands-ducs de Toscane, c'est-à-dire une petite principauté, étaient suffisamment riches que pour attirer les rois de France, 2 reines de France, Catherine de Médicis, la femme de Henri II, donc la bru de François Ier,
était la fille d'un grand-duc de Milan, de Toscane, et d'autre part, Marie de Médicis est la femme d'Henri IV, donc la mère de Louis XIII. Donc c'est pour vous dire que les Médicis c'était quelque chose, ils avaient une fortune très très importante. Donc on souhaitait avoir la dot, évidemment, de la fille du grand-duc de Toscane. Mais au XVIe siècle, les mécènes, ce sont les papes. Or, ce sont des papes très particuliers que les papes de la Renaissance. Ce sont des papes qui, en tout cas à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, ne se préoccupent pas tellement de théologie, ce sont vraiment des politiciens qui arrivent d'ailleurs au pouvoir grâce à une élection qui est le résultat d'un rapport de force politique. Et vous avez les grandes familles italiennes qui se disputent et qui vont parfois même, qui pratiquent des choses qui ressemblent un petit peu à la mafia. C'est le cas en particulier de deux papes, Jules II, qui est un pape guerrier, qui va même combattre à la tête de ses armées en armure. Il appartenait à la famille des Rovere. Vous avez un autre pape qui est le fils, je vous l'ai dit tout à l'heure, du grand-duc de Toscane, qui est Léon X. Alors ce sont des papes, surtout Léon X, qui sont des papes qui pratiquent une grande munificence, qui s'entourent d'artistes comme Michel-Ange et comme Raphaël. Voilà donc les deux papes qui nous intéressent particulièrement du point de vue de l'histoire de l'art, du point de vue de l'histoire de la Renaissance. Ils vont donc soutenir des artistes, et je vous ai dit qu'il y a donc Michel-Ange, qu'il y a Raphaël à titre principal. Alors je commence tout d'abord par la construction de la basilique Saint-Pierre. La coupole a été imaginée par Bramante, qui n'ira pas au bout de sa tâche. Cette tâche sera reprise par Michel-Ange, qui a donné cette superbe coupole de la basilique Saint-Pierre que vous connaissez. Mais vous savez également que la construction de la basilique Saint-Pierre est à l'origine de la réforme du protestantisme, puisque Luther, en 1517, se révolte contre la vente des indulgences qui étaient destinées à financer la construction de la basilique Saint-Pierre. Michel-Ange, et je vais vous montrer quelques œuvres de Michel-Ange aussi dans quelques minutes, Michel-Ange est un architecte, c'est un sculpteur, mais un sculpteur et un architecte vigoureux, puissant. Il fait un petit peu penser dans le domaine de la musique à ce que sera plus tard Beethoven, une sorte de titan. Alors que Mozart se rapprocherait davantage de Raphaël. Enfin, ce sont des comparaisons qui n'ont pas grand sens, mais c'est simplement pour vous expliquer le rapport de la douceur à la force ou à la puissance entre Mozart et Beethoven, ici entre Raphaël et Michel-Ange. Au point que lorsque vous voyez des sculptures de Michel-Ange, des sculptures féminines, vous interrogez un petit peu, vous demandez à un certain moment s'ils ne sont pas des hommes, parce qu'elles ont une musculation telle que, chez Michel-Ange, dans les peintures, les hommes et les femmes ont tous l'air de sortir d'un centre de bodybuilding. Ils sont tous avec des biceps et des triceps, pas possible. Il y a de quoi s'interroger. Parmi les sculptures les plus célèbres de Michel-Ange, il y a bien entendu le Moïse, qui se trouve à proximité, qui se trouve dans l'église San Pietro in Vincoli, donc Saint-Pierre-aux-Liens, qui se trouve à proximité du Colisée. Vous connaissez certainement cette œuvre. Mais il y avait déjà eu, à l'époque où il était à Florence, bien entendu, son David. Vous connaissez ce David certainement. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques de la Renaissance. C'est que l'on ose enfin représenter des hommes nus. Au Moyen-Âge est tout à fait exclu. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse ces artistes, c'est la perfection du corps humain. Et c'est de représenter, comment dirais-je, des personnages comme on les représentait dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, souvenez-vous peut-être de ces personnages comme le Discobole, par exemple, qui sont où vraiment on voit comment dirais-je, le sportif au moment où il est en train de danser le disque, l'objectif étant de mettre en évidence toute la mécanique du corps humain. Chez Michel-Ange, ce n'est pas une servile imitation, pas du tout. Vous n'essayez pas de confondre
le David de Michel-Ange avec le discobole ou avec une œuvre de Polyclète, bien entendu. Hein. Mais vous voyez la puissance du personnage également dans ce David. Et on voit que Michel-Ange était particulièrement attentif. Je vous montrerai cette œuvre aussi. Vous allez voir que si vous regardez bien la main gauche et la main droite, vous allez voir une différence. Hein. Vous allez voir que les veines sont gonflées de sang dans la main qui pend, et en revanche, dans la main, c'est peut-être, je ne sais plus si c'est la gauche ou la droite, il faudrait que je vois ça, tandis que dans l'autre main, celle qui tient à la fronde, au contraire, vous n'avez pas ce gonflement des veines. Donc, il avait bien observé qu'il y avait quand même au moins la gravitation. Hein, voilà. Voilà. Alors, pour le reste, il y a d'autres œuvres dont je ne vais pas vous parler ici, parce que ça me prendrait trop de temps. Parmi les autres grands artistes à Rome, il y a Raphaël, je vous en ai déjà touché un mot, en particulier avec l'école d'Athènes, mais il y a aussi quelqu'un qui a beaucoup de succès à l'heure actuelle, et en particulier suite à la publication de l'ouvrage d'Anne Brown, de Da Vinci Code, c'est Léonard de Vinci, Leonardo da Vinci. Alors Léonard de Vinci, alors là c'est un esprit universel, c'est un ingénieur, c'est un homme de science. Il a imaginé déjà des hélicoptères, des sous-marins, des grues. Enfin, il a tout imaginé déjà au XVIe siècle, des canaux d'irrigation, des systèmes très très compliqués, etc. Mais c'est aussi un artiste. C'est un peintre tout à fait remarquable. Et son œuvre la plus célèbre, c'est sans doute l'œuvre, la peinture la plus célèbre dans le monde, c'est la fameuse Joconde, la Gioconda, celle qui sourit, l'agréable littéralement, la fameuse Mona Lisa, qui a vraiment existé, puisqu'il y a peu de temps, il y a un an ou deux, on a retrouvé dans un manuscrit la commande dans un manuscrit de l'époque. Voilà. Alors, je ne vais pas être plus long, parce que je crois vous avoir dit l'essentiel. Peut-être un petit mot quand même pour vous dire qu'après Florence et après Rome, il y a une troisième ville, et c'est lié évidemment à la richesse de nouveau, c'est lié de nouveau au mécénat, où l'art renaissant va se développer et va, comment dirais-je, connaître son automne, parce que par la suite on parlera d'art baroque, ce sera tout à fait autre chose. C'est Venise. Venise avec trois grands peintres qui sont d'une part Titien, qui a peint Charles Quint, Philippe II, un peintre de cour, le Tintoret, et enfin Véronèse. Voilà, alors je vais vous montrer quelques œuvres maintenant. Je vais aller les chercher dans l'armoire. Voilà. Et ensuite je passe à la bibliographie. Alors, tout d'abord, la fameuse naissance de Vénus, dont je vous parlais tout à l'heure, donc de Sandro Botticelli, tableau hyper célèbre, hein, qui a même fait l'objet de publicité. On voit donc Vénus sortir d'un grand coquillage, et vous voyez, elle est nue, non seulement elle est nue, mais en plus de ça, c'est un personnage tiré de la mythologie. Ça aurait été tout à fait impensable au Moyen-Âge. Ici, vous avez une œuvre de Raphaël. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de la fameuse école d'Athènes, hein, qui se trouve donc au Vatican, dans les Stanze. Alors, vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, Platon qui pointe son doigt vers le ciel, il est dans le monde des idées, tandis qu'Aristote, lui, c'est vers le sol, parce que lui, il est très concret. Et puis vous avez, je ne sais pas si vous le voyez, parce que pour moi je suis à l'envers, donc il faut que je repère ça. Voilà, c'est le personnage qui est ici. C'est Raphaël. Vous voyez, ce n'est pas lui-même pour authentifier son œuvre, pour l'identifier surtout. C'est typique de l'art de la Renaissance aussi, c'est qu'on sort de l'anonymat. Voilà. Alors vous pouvez voir également dans ce tableau, enfin dans cette fresque, c'est une fresque. Vous savez ce que c'est qu'une fresque? Une fresque, en fait, on peint directement sur un enduit, comme sur du plâtre. On ne peint pas sur de la toile, tant que ce plâtre est encore frais. C'est le cas également d'une œuvre de Léonard de Vinci, à laquelle je n'ai pas pensé tout à l'heure, la fameuse dernière scène, d'où part Dan Brown pour écrire son Da Vinci Code, hein, puisqu'il prétend que Jésus était le copain avec Marie-Madeleine. Hein, vous connaissez peut-être l'histoire. Ça va? Bon, mais alors ici, vous voyez justement ce goût pour l'Antiquité, pour les colonnes, pour les pilastres. Voilà, ici ça ne se voit pas, je crois, mais le goût également pour les frontons. Alors, je
Je vous parlais tout à l'heure du fameux David qui se trouve à l'Accademia de Florence. Hein, je vous disais tout à l'heure, la main, si on regarde de près, on va voir que les veines sont gonflées de sang, alors que de l'autre côté, en revanche, la main, le bras qui tient la fronde, lui, ne connaît pas la même situation. Voilà, donc vous voyez, c'est un David aussi puissant. Hein. Je crois que les femmes aimeraient bien rencontrer des gens comme ça de temps en temps. Alors, une œuvre de Michel-Ange très célèbre aussi, hein, c'est tiré du jugement dernier qui se trouve à la chapelle Sixtine, au Vatican aussi. Alors Sixte IV est un pape de la deuxième moitié du XVe siècle qui a voulu il a construit une chapelle et il a voulu que cette chapelle soit peinte partout. Et ce sont des fresques, donc ça a été peint directement sur cet enduit dont je vous parlais tout à l'heure. Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, la chapelle Sixtine a été complètement nettoyée, donc on retrouve les coloris initiaux de Michel-Ange, hein, grâce à des procédés qui viennent du Japon. Alors on a dû nettoyer centimètre par centimètre, hein, mais vraiment pour ne pas... Or pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une couche de plusieurs millimètres de fumée. En effet, depuis la Renaissance, depuis 4 ou 5 siècles, on n'a pas arrêté de faire brûler des bougies, puisque c'était une chapelle. Et donc ça avait complètement enfumé la chapelle, et donc on a retrouvé les coloris initiaux. Et ici, vous voyez bien entendu Dieu le Père. Vous voyez, Dieu le Père, c'est pas un vieillard, hein? Ah oui, c'est pas un vieillard, mais un vieillard musclé, hein? J'en connais pas beaucoup des comme ça, des vieillards. Bon. Et là, vous avez Adam, hein, ici, et vous voyez ce geste, il est en train d'insuffler la vie. Les deux doigts sont en train de se toucher. Et c'est à ce moment-là qu'Adam va devenir un homme, il va être vivant. Alors, le tableau est sans doute le plus célèbre dans l'histoire de l'art, c'est évidemment la Joconde, qui est connue surtout par son petit sourire énigmatique. Hein, la Joconde qui se trouve au Louvre, elle se trouve bien entendu derrière une vitre, parce que quand vous allez au Louvre, hein, vous allez voir une trentaine de Japonais qui sont en train de faire des photos devant elle, et donc vous comprenez qu'il faut protéger ce genre d'œuvre pour qu'elle ne parte pas un jour en fumée, justement. Voilà, les tableaux de Léonard de Vinci sont très reconnaissables, parce que les personnages ont tous une parenté tout à fait évidente. Je vous ai parlé de Titien tout à l'heure. Vous vous souvenez? Titien, ce peintre vénitien. Alors ici, vous avez Charles Quint, donc l'empereur, hein, Charles Quint du Saint-Empire romain de la domination germanique, qui est également notre prince en Belgique, parce qu'il était comte de Flandre, il était duc de Luxembourg, duc de Brabant, comme vous l'avez vu, etc. Et Charles Quint ici est représenté au moment de la bataille de Mühlberg. Mühlberg, c'était une bataille contre les protestants. Alors, le personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce grand humaniste, le prince de la Renaissance, ici, sur la droite, Erasme. Erasme de Rotterdam. Hein, vous le voyez ici en train d'écrire. Erasme de Rotterdam, c'est un immense savant. Alors, on ne peut pas dire que c'est un Hollandais, ça n'aurait pas de sens. Il a voyagé toute sa vie. Il avait des correspondants en Suisse, à Bâle, à Paris, à Londres. C'est un ami de Thomas More, en Allemagne. Hein, et c'est, comme vous savez, il a aussi vécu en Belgique. Il y a le musée Erasme qui se trouve à Meurlec. Il a vécu dans cette maison. C'est un superbe musée que je vous conseille de voir et d'aller voir ce musée avec vos élèves plus tard. Hein, il faut le voir, c'est un musée de la Renaissance, de l'humanisme à Bruxelles. Donc. Et vous avez également, c'est pas par hasard non plus, qu'un hôpital de l'université laïque de Bruxelles, l'université libre de Bruxelles, s'appelle l'hôpital Erasme. Donc vous voyez que l'ULB, qui est une université laïque, hein, n'a pas hésité à prendre le nom d'Erasme, qui est pour autant un ecclésiastique, parce que c'est un personnage d'une très très grande tolérance. Quelques ouvrages maintenant. Alors, je ne ferai pas beaucoup de commentaires parce que sinon je ne vais pas m'en sortir et nous serons là dans 3 jours. Donc, je vais me limiter, à une simple présentation de telle manière que vous puissiez les identifier et que la caméra puisse fixer sur la pellicule les couvertures. Donc, de Charles Gilbert Dubois, Le bel aujourd'hui de la Renaissance. Donc, dans quelle mesure le XVIe siècle peut toujours nous interpeller à l'heure actuelle? C'est publié au Seuil.
Alors, un ouvrage classique, déjà ancien, de Fergusson, La Renaissance dans la pensée historique. C'est comment elle était vécue depuis le XIVe siècle et comment on l'a représentée, comment les historiens l'ont traitée. Un grand spécialiste du XVIe siècle, Jean Delumeau, La civilisation de la Renaissance dans la civilisation Artaud, collection que je vous ai déjà montrée à plusieurs reprises. Vous n'avez pas les photos, les reproductions que l'on trouve dans l'édition originale, qui coûte beaucoup plus cher. De Jean-Claude Margolin, L'avènement des temps modernes. En fait, ça concerne l'humanisme et la Renaissance également. Dans la même collection, Peuple et civilisation, toujours aux presses universitaires, le volume qui était utilisé, enfin, qui avait été écrit dans la même collection. Alors moi, je vous le montre, il est ancien, mais il est toujours utile, et moi, je trouve que c'est un très très beau livre. Donc en général, j'essaie de vous montrer des ouvrages très récents, mais celui-là, je trouve qu'il vaut toujours la peine, c'est Les débuts de l'âge moderne, par deux grands professeurs français de l'entre-deux-guerres, Henri Hauser et Augustin Renaudet. De Jean Jacquard, le XVIe siècle. Alors là, c'est un manuel destiné à l'enseignement supérieur. Dans la collection U, chez Armand Collin, il y a tous les aspects qui sont traités là-dedans, donc pas seulement les aspects dont j'ai traité aujourd'hui, mais il est question également de l'économie, de la politique, de la société de l'époque. Voilà, ça, ce sont donc des ouvrages généraux. Je passe maintenant à des ouvrages concernant l'Italie, de Jean Delumeau déjà cité, l'Italie de Botticelli à Bonaparte. Oui, parce que l'Italie, dans les programmes, on l'étudie pour le XVe et le XVIe siècle, c'est-à-dire ce que les Italiens appellent le Quattrocento et le Cinquecento, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore 2 siècles après, le Seicento et le Settecento, c'est-à-dire le XVIIe et XVIIIe siècle. Et ça, on ne les étudie pas dans l'enseignement secondaire. Et donc, vous avez un excellent ouvrage sur ce sujet. Alors, un ouvrage qui date de 1864, si mes souvenirs sont bons, de Jacob Burckhardt, qui était professeur à l'université de Bâle, mais qui a même, je dirais, fixé et défini le terme de Renaissance, la civilisation de la Renaissance en Italie, en 2 volumes chez De Noël. De Fernand Braudel, le grand historien français, le modèle italien. Je vous signale que je l'ai enregistré partiellement sur DVD, ça vous l'aurez, sur CD plutôt, et vous l'aurez en 2e année. L'histoire d'un prof, l'histoire de Florence, d'un prof de la Sorbonne, Ivre et Noir, la vie quotidienne à Florence au temps de Dante, de Pierre Antonetti. Pour la 3e fois, je vous cite un ouvrage de Jean Delumeau, professeur au Collège de France, Rome au XVIe siècle. Il avait fait sa thèse sur l'alun de Rome au XVIe siècle. Vous savez, l'alun, c'est une matière qui permet de fixer les teintures, parce qu'il y avait des mines d'alun près de Rome. 2 histoires de Venise, de Lane, un Américain, je crois, américain, oui, je ne sais plus s'il est anglais, mais je crois qu'il est américain. De Venise, une république maritime, en Champ-Flammarion. De Philippe Brunstein et Robert Delors, Venise, portrait d'une cité, dans la collection Seuil, au Point. Alors sur l'Espagne quand même, parce que je vous ai dit, la Renaissance, ça ne concerne pas que l'Italie. Il y a le siècle d'or de Bartolomé Benassar. Alors le siècle d'or espagnol commence, je dirais, en 1550 et s'étend jusqu'en 1650. Donc il est à cheval sur le XVIe et XVIIe siècle. Ça nous concerne un petit peu parce que la Belgique, n'oubliez pas, était sous domination espagnole au XVIe et au XVIIe siècle. Alors, un grand spécialiste d'histoire de la philosophie en Italie, Eugenio Garin, la Renaissance, histoire d'une révolution culturelle chez Marabout. Du même Eugenio Garin, Moyen-Âge et Renaissance, dans la collection Tell chez Gallimard. Un numéro de la collection L'Histoire qui est assez récent, avril 2009. Voilà, vous savez que la collection se trouve ici à la bibliothèque. La Renaissance, un Big Bang culturel. Alors vous voyez tout de suite d'où c'est tiré ceci. Non? Sauf faire de ma part, c'est tiré de la naissance de Vénus, non? Qu'on a vu tout à l'heure, de Botticelli. Alors, dans les cahiers de sciences et vices, un numéro consacré à la Renaissance, et plus particulièrement aux nouvelles sciences et aux nouvelles découvertes, sur la littérature française, la Renaissance, d'un prof de la Sorbonne, Saulnier, en que sais-je,
de Robert Mandrou, qui était prof à Nanterre et qui, hélas, est mort relativement jeune, il avait moins de 60 ans, des humanistes aux hommes de science, 16e, 17e siècle, dans la collection Point, au Seuil. L'humanisme en Europe au temps de la Renaissance de Jean-Claude Margolin, le même qui a dirigé dans la collection Peuple et Civilisation l'avènement des temps modernes. Un grand classique pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'imprimerie de Lucien Febvre et de Henri-Jean Martin. Lucien Febvre était professeur au Collège de France, Henri-Jean Martin était professeur à l'École des Chartes à Paris. Donc l'apparition du livre, tous les aspects du livre sont repris dans ce livre. Alors, d'une américaine, Elisabeth Eisenstein, ou Ingenstein, comme disent les Américains, l'évolution de l'imprimé à l'aube de l'Europe moderne, en Hachette Littérature. Alors, je voulais peut-être vous montrer un exemplaire, c'est un ouvrage que j'ai acheté à Cracovie, je vois il y a près de 20 ans maintenant, qui est une Chronica Polonorum, pour que vous voyez ce que c'est qu'un ouvrage du XVIe siècle. C'est un ouvrage qui a été publié en 1520, sauf erreur de ma part, et en fait c'est une réédition, bien entendu. Pensez bien qu'un ouvrage du XVIe siècle de cette dimension-là, est vraiment du début de l'imprimerie, c'est une réédition que j'ai trouvée à Cracovie. Et voilà, alors je vous montre comment c'était à cette époque-là. Vous voyez, alors ici c'est ce qu'on appelle la fameuse rubrique, c'est la lettre initiale, c'est un A, et puis à la suite de la phrase qui suit ici. Voilà. Oui, et alors ceci, pour les tout premiers, pour les incunables, c'était pas imprimé, par la suite ça va être gravé, mais les premiers c'était encore peint à la main, mais pas à l'époque qui nous intéresse, 1520 ici. Alors quand vous avez un ouvrage comme celui-ci, vous avez à la fin, vous voyez ici c'est la généalogie de tous les rois de Pologne du Moyen-Âge, puisque c'est une histoire de Pologne. Vous avez ce que l'on appelle le colophon. Alors le colophon, c'est ce qui se trouve tout à fait à la fin, qui permet de savoir quel est l'éditeur, l'imprimeur, et de connaître la date d'impression. Le colophon se trouve tout à la fin. Vous voyez ici, bon, je vous lis parce que c'est trop loin pour vous, 1521. Voilà. Bon, c'est un ouvrage en latin, quoi. De temps en temps, je m'amuse à lire un petit peu ça le soir avant de m'endormir. Voilà. Alors, c'est du latin qui n'est pas très difficile, je vous dis tout de suite. Alors, de Reynolds et Wilson, d'Homère à Erasme, la transmission des classiques grecs et latins. De Françoise Vaquet, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est une de mes amies d'ailleurs, Le latin ou l'Empire d'un signe, 16e, 20e siècle, publié chez Albin Michel. De Genio Garin, que j'ai déjà cité, L'homme de la Renaissance. En fait, c'est un recueil d'articles, de chapitres plutôt, où toute une série de portraits, par exemple, il y a le banquier, il y a l'artiste, il y a le savant, l'humaniste, etc., qui font l'objet de chapitres différents. De biographies d'Erasme. Tout d'abord de Marie Delcourt, qui était professeure à l'Université de Liège, chez Espace Nord, qui est un petit peu mon maître, parce que bon, en fait, Marie Delcourt était le maître de celui qui fut mon maître, Roland Graé, qui était spécialiste d'histoire de l'humanisme. De Léon Alquin Erasme, il était professeur à l'Université de Liège, décédé maintenant. De Lucien Febvre, Amour sacré, amour profane, autour de l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. C'est parti de la famille des rois de France, première moitié du XVIe siècle. D'Emmanuel Leroy-Ladurie, professeur au Collège de France, le siècle des Platers, le mendiant et le professeur. Il étudie toute l'histoire d'une famille au XVIe siècle à partir d'archives qu'il a pu trouver en Suisse. Pour l'histoire des sciences maintenant, un ouvrage général, La science moderne, 15e, 18e siècle. C'est dans cet ouvrage-là que vous aurez décrites et bien expliqué toutes les théories de Copernic et toutes les grandes théories 16e, 17e, 18e siècle, Kepler et les autres. Un grand ouvrage classique d'un historien des sciences français d'origine grecque, Alexandre Coiré, Du monde clos à l'univers infini. Alors ce titre est très beau évidemment. Jusqu'à la Renaissance, on pense que le monde est clos, et à partir de la Renaissance, on se rend compte que l'univers est infini. Ça va d'ailleurs poser des gros problèmes à quelqu'un qui viendra plus tard, Giordano Bruno, qui en 1600 va être brûlé à Rome, et on peut toujours voir au Campo dei Fiori sa statue. C'était érigé évidemment par des laïcs, des athées.
un numéro de Sciences et Vie consacré à Kepler, c'est le numéro hors série numéro 21. J'aurais dû d'abord montrer celui qui suit maintenant, Nicolas Copernic, c'est le numéro 39, parce que chronologiquement il précède. De Numa Brock, la géographie de la Renaissance, aux éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, très important. La cartographie a fait des progrès immenses à cette époque-là. Pensez en particulier à Mercator. Ben, j'aurais pu vous citer les progrès dans la géographie, vous êtes des futurs géographes aussi. Mercator, hein, Crémer en fait, hein, son vrai nom, hein, parce que Mercator ça veut dire marchand en latin. Hein, Mercator, et Ortelius, Abraham Ortelius qui est le grand cartographe Anvers dans la deuxième moitié du XVIe siècle, de Georges Usdorf, les origines des sciences humaines, ça concerne le Moyen-Âge et le XVIe siècle, super intéressant. Alors, quelques auteurs maintenant, je vais rapprocher les livres. Oh, tout qui s'effondre, comme d'habitude. Alors, Erasme, l'éloge de la folie, ici dans la collection Garnier-Flammarion. La correspondance traduite, le premier tome par Marie Delcourt, rien que tel que dire la correspondance des gens pour être vraiment dans l'esprit de l'époque. Pétrarque, le chansonnier, en collection bilingue, dans la collection Aubier-Flammarion. Le vrai Machiavel, un numéro spécial du Nouvel Observateur qui date de cette année-ci, j'essaye de retrouver la date, non, il y a 2 ans, juillet-août 2007. Machiavel, le prince, ah oui, je ne vous ai pas parlé du prince au fond, c'est malin ça, Il Principe, hein, publié en 1513. Alors là, vous savez ce que c'est qu'avoir un esprit machiavélique, c'est-à-dire la fin justifie les moyens, hein, et avec un certain cynisme, le prince, c'est-à-dire le chef de l'État, ne doit pas faire valoir des considérations émotives, religieuses ou autres, mais doit faire valoir uniquement la raison d'État. Alors, le Tasse, la Jérusalem délivrée. Alors, les autres, je peux aller très vite parce que j'en ai déjà parlé. Don Quichotte, Cervantes, les poèmes de Garcilaso de la Vega en Aubier Montaigne. Alors, d'un auteur que j'aime bien, c'est Lope de Vega, Fuente Overuna. C'est l'histoire d'une révolte, d'une pièce de théâtre, une révolte. Hein, à cette époque-là, c'est passionnant de voir comment les paysans se révoltent contre leur seigneur. Alors, l'Élusiade de Camouèche. Alors, du côté de la littérature française, bien entendu, les 4 livres de François Rabelais, qui était un médecin originaire de Montpellier. Hein, Gargantua par Pantagruel, ça doit vous dire quelque chose, hein, quand on parle d'un repas gargantuesque, pantagruélique, hein, voilà. Il y a toute une philosophie, une pédagogie dans ces ouvrages-là. C'est donc, en fait, il ne faut pas se bourrer la tête. Hein, ce qui compte, c'est une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. De Joachim du Bellay, Les Regrets. De Jean Bodin, Les 6 livres de la République, c'est l'ouvrage clé, 1576, si mes souvenirs sont bons, qui fonde la monarchie absolue d'un point de vue théorique. Alors là, un ouvrage que je possède, une édition originale des essais de Montaigne, qui date du XVIe siècle, voilà. Shakespeare, ça ne vaut pas la peine de vous le montrer, ça se trouve dans toutes les librairies, mais lisez-le, c'est surtout ça qu'il faut faire. Alors, toute une série d'ouvrages, de cassettes dans la collection Regard, vous trouvez ça en librairie, par exemple ici, ah non, mais je vous les montre à l'envers, attendez, je vais essayer de les montrer parce que tout est tombé par terre. Voilà, d'abord de Masaccio, hein. Je continue avec de l'italien Raphaël. Il y en a également un sur le Titien, le numéro 18, de Tintoret, le numéro 33, de Véronèse, le numéro 23, oui, c'était 33 le précédent, Bruegel, numéro 20, Durer, numéro 22. Alors, le beau livre d'André Chastel, Le sac de Rome, oui, il faut savoir que Charles Quint a, comment dirais-je, pillé Rome avec les armées impériales en 1527. Alors, un beau livre que vous devez lire, assez récent, enfin, il a une 40aine d'années, L'œuvre au noir, dont André Delvaux a fait un film avec le personnage de Zénon, hein, qui est un stoïcien du XVIe siècle. L'essentiel de l'histoire se passe à Bruges. Superbe livre. Et alors, la Renaissance en France, les châteaux de la Loire, un numéro spécial de la collection d'histoire, c'est le numéro, je ne sais pas quoi, attendez, le numéro 12 hors série, et enfin, un numéro qui date du mois de septembre,
Oui, c'est ça, septembre 2009, des dossiers de l'art, Titien, Tintoret et Véronèse. J'ai dit